Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission sur la brèche ce soir. Monsieur Fidèle Toué, inspecteur du travail à la retraite, ancien ministre du Travail sous la Révolution. Bonsoir, Monsieur Toué. Bonsoir, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Et merci surtout pour votre disponibilité. Alors, Monsieur Toué, vous avez fait votre école primaire dans les écoles primaires privées catholiques de Thomas et de Nouna, où vous obtenez le CEPE en 1962. On vous retrouve ensuite au lycée Ouezin Koulibaly de Bobo-Dioulasso pour le secondaire, où vous obtenez le BEPC, puis le baccalauréat en 1970, un baccalauréat série A4. Alors on va s'arrêter un instant déjà sur votre cursus primaire et secondaire qui vous mène de Thomas à Bobo-Dioulasso, comme on l'a vu. Et tout commence en 1956, c'est-à-dire avant les indépendances. Alors, ce cursus primaire et secondaire, est-ce que c'était un cursus sans encombre? Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Mais je crois que c'était un cursus sans encombre. Vous me rappelez même de très bons moments de cette enfance et cette adolescence où j'avoue aussi que j'ai bénéficié d'un encadrement de personnes, en tout cas d'enseignants. J'avais de jeunes oncles maternels qui étaient à Toussiana et qui me voyaient, qui me pressaient de vite rentrer donc, à l'école primaire. J'avoue que je n'ai pas voulu attendre 56, même à 55 déjà, je me battais pour m'inscrire, pour me mettre dans les rangs. On me rejetait et puis je revenais. Vous n'aviez pas l'âge? Je n'avais pas l'âge et je revenais. Bon, mais par la suite aussi, j'ai pu, en tout cas en 56, quand on m'a recruté, j'avais en tout cas une ferveur, une ferme volonté d'apprendre. Je crois que je savais déjà quelque chose. Monsieur Toué, en tout cas, un parcours, vous l'avez dit, sans encombre, primaire, secondaire à Bobo-Dioulasso. Tous ceux de votre génération, quand on les écoute, estiment que le niveau et les conditions étaient bien meilleurs. Je vais parler de l'enseignement à cette époque-là. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Je partage cet avis et j'en viens parfois à regretter notre forme, quelque part, j'allais dire d'égoïsme. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas su être à la hauteur de ces situations d'école. Comment se fait-il qu'à cette époque, nous étions à l'école, nous ne payions pas de cahiers, nous ne payions pas d'ardoises, et on nous demandait seulement d'aller à l'école et d'apporter des résultats, d'être studieux. Et ma foi, on n'avait pas toujours des classes en ciment ni en tôle. Moi, j'ai commencé mon CP1 sur des bancs dans une maison, dans une classe en banco. Et en guise de table pour écrire aussi, c'était un banco qui était posé devant nous. On posait nos ardoises là-dessus. J'avoue que ces bâtiments-là ont tenu pendant longtemps. Et plus tard, nous nous sommes retrouvés, c'est vrai, avec des bâtiments en ciment et de la tôle, mais qui chauffaient beaucoup. Ces bâtiments ont tenu aussi et j'avoue que je les regarde toujours fièrement quand je passe. Et ce n'était pas beaucoup de choses. Pour chercher à sauter, on n'avait pas un terrain particulier. Les gens savaient construire un terrain pour sauter. Les gens savaient construire de quoi grimper à la corde, et ainsi de suite. Et puis courir, ce que nous on appelait ça la course militaire. On nous dit, bon, allez, dès qu'on siffle, tout le monde se couche, on se relève. Très peu de moyens. Apparemment, c'était bien. Mais qu'est-ce que vous regrettez quand vous regardez aujourd'hui l'enseignement? On parle de baisse de niveau. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est le manque de rigueur? Qu'est-ce qui change véritablement par rapport à votre époque? Bon, le niveau général a baissé partout, c'est vrai. Maintenant, comment rehausser, remonter ce niveau? J'avoue que ça, c'est une grande problématique. Sinon, aujourd'hui, les enfants parlent bien le français, sont vifs, vivaces, mais du point de vue aujourd'hui de l'enseignement, ce qu'ils savent, j'ai l'impression que quand vous leur posez des questions, ils sont incapables de trouver telle ou telle date, et pourtant que nous nous trouvions assez aisément. Et j'avoue que ceux qui nous enseignaient aussi avaient la passion.
Ce pas des gens qui étaient forcément fortunés, ni payés, ils étaient surtout considérés. Et je me souviens, en tout cas au CM2, mais le maître qui voulait réussir, que sa classe, que ça réussisse, il partait lui-même acheter une lampe Pétromas dans les villages là. Donc puisqu'il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait pas une lampe tempête normale aussi, ne peut pas. Et la personne, pour redonner, pour se donner toutes les chances et donner des chances à ses élèves de réussir au certificat d'études primaires et à l'entrée en sixième, mais la personne partait, le maître de l'école partait acheter une lampe Pétromas et la nuit, les élèves venaient encore apprendre. Et il y a ce village de Dira, dont je me souviens très bien en 62, dans les Banwa. Et nous avons, le maître a présenté à l'époque 23 élèves à l'entrée en sixième. Et les 23 ont été admis à l'entrée en sixième. Et ça fait comme ça une bonne couche de personnes aujourd'hui qui ont été des personnes ressources dans le village. Dans le village. Quand vous regardez, on est dans la période de la rentrée scolaire au Burkina Faso, avec beaucoup de crises que traverse le monde de l'éducation, en dehors de l'insécurité bien sûr. On va citer par exemple le cas emblématique du lycée Zenda, fermé aujourd'hui parce qu'il y a eu des incidents majeurs, une crise qui débouche sur des saccages au niveau du lycée Philippe Zenda. Comment vous avez vécu cette situation? Le noble Zenda fermé. Le noble Zenda fermé, on le voyait venir. Moi, vous savez, j'ai fait aussi le lycée Ouezin Koulibaly de Bobo-Dioulasso. Et nous étions fiers du lycée Ouezin Koulibaly. Un jour, je me suis trouvé à Bobo, mais nous disions, nous sommes au LOC. Il y a quelqu'un qui m'a dit, le LOC est devenu une LOC. Ça m'a fait mal au cœur. Et ce qui se passe au lycée Zenda, ce n'est pas... En tout cas, je crois que ça se passe aussi ailleurs, dans des établissements qui étaient sérieux. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on traverse le lycée comme si de rien n'était. Les boutiques sont au bord en tour et enferment même l'établissement scolaire. Je crois que ce ne sont pas des choses qui donnent beaucoup un sens élevé, en tout cas à ces lieux de savoir, surtout pour notre petite enfance. N'importe qui rentre, n'importe quel moment, personne ne les arrête, on ne sait pas ce qu'ils transportent. Et il peut y avoir de la drogue, il peut y avoir de la dissolution, il y a plein de choses qui arrivent au noble Zenda. Je vous assure que vous partez aussi au lycée Ouezin Koulibaly, c'est la même chose qui va arriver et je pense qu'il peut y avoir ça dans beaucoup d'autres établissements. Ce qui fait que, en fait, il faut aussi dire les parents. Moi, je reviens toujours à l'appel de Gawa, dont peut-être on en parle, les parents, les élèves, et tous ces marchands d'écoles là, qui construisent des écoles, et puis qui n'ont aucun suivi sur l'école, l'établissement, le collège, l'établissement qu'ils ont construit, pourvu qu'il y ait de la masse seulement qui viennent, et ils ne se contentent pas du tout de savoir. Pourvu que les frais de scolarité soient payés. Pourvu que les frais de scolarité soient payés. Et eux-mêmes n'envoient pas leurs enfants dans ces écoles-là. Si vous me dites l'enquête, c'est comme ça. Le directeur, le propriétaire de l'établissement n'envoie pas ses enfants dans l'établissement. C'est quand même malheureux. Monsieur Toé, un bac littéraire, je l'ai dit, obtenu donc en 1970. Après le bac, vous déposez vos valises à l'université du Bénin. Comme son nom l'indique pas, c'est à Lomé plutôt, au Togo, qui est donc l'université du Bénin, faculté de lettres modernes. C'était votre choix à l'époque? Ben, ce n'est pas mon choix, mais c'était comme ça. Je me suis aussi habitué à ce choix. J'avoue que j'étais d'abord à Abidjan. Les événements du 22 novembre 1970, vous savez, quand la Guinée de Sékou Touré a été attaquée, nous étions tous jeunes, élèves ou étudiants fringants, à peine on venait de les inscrire à l'université d'Abidjan. Et donc, au niveau de nos associations estudiantines, on a estimé que la Guinée a été attaquée par des mercenaires. Il faut le dénoncer. Et certains de ces mercenaires, dont la main est bien connue, à Abidjan même, bon, donc on a vite indiqué, Oufé Boigny, on a indiqué un certain nombre de pouvoirs. Et rapidement, bon, on nous a dit de faire nos valises, justement. À peine on les avait déposés à Abidjan, qu'il fallait
Vraiment quoi. On vous a chassé. Nous les ramenons, on nous a chassés. Et c'est comme ça que petit à petit on est parti à l'université du Bénin, donc Lomé, et on a essayé de De relancer le cursus supérieur. supérieur. Et moi j'avais envie d'ailleurs de vite terminer le cursus à l'époque. Et les lettres modernes, À l'époque, c'était conforme à votre choix? Ce n'était pas conforme à mon choix, mais c'était quelque chose que moi je pouvais vite mener sans problème. Et du reste, j'avais même demandé à l'époque qu'on me laisse passer la licence la même année. Voilà, la licence la même année. Le DEG et la licence. Oui, et les gens m'ont dit non, si vous faites ça, vous allez discréditer nos diplômes. Nous n'avons pas dit que c'est impossible, mais vous allez discréditer nos diplômes, vous allez faire comprendre que ce n'est pas la peine de traîner des années pour les avoir. Pour les avoir. Ensuite, la France, l'Université de Toulouse, le Mireille, puis l'Université de Talence, Bordeaux 3. Vous obtenez une maîtrise en sociologie de la littérature en 1975, le DEA en expression, communication et information en 1977. Alors, quelles étaient vos ambitions à cette époque-là? Bon, je me suis retrouvé à Toulouse, effectivement, sociologie de la littérature. C'est quelque chose qui correspondait à mes goûts. Et j'avoue qu'avec mon professeur, M. Koufignal, j'ai passé un bon moment à faire des études dans ce domaine-là. Et puis, plus tard, il m'a dit, écoute, est-ce que vous voulez faire autre chose? J'ai dit, bon, je voulais aller faire des études de Sciences Po. Il y avait l'Institut d'études politiques qui était à la rue des Puits-Creusés, au niveau de l'Arsenal à Toulouse. Il s'est démené pour m'inscrire et finalement, il m'a dit qu'il pourrait m'inscrire du côté de Bordeaux. Et je suis allé à Bordeaux et je me suis inscrit là-bas, tout en menant ces études. Bon, c'est aussi de la sociologie politique qui se fait à l'université à l'IEP de Bordeaux. Et j'ai effectivement fini la maîtrise aussi. Les conditions d'études, certains disent qu'à l'époque, il y avait des formes de racisme. Quand on est un jeune noir venu des tréfonds de Thomas et qu'on se retrouve ainsi dans l'Hexagone. Bon, j'avoue que j'étais allé sans complexe pour ça. Et puis je savais aussi à quoi m'attendre. Si on a un temps soit peu fait de la littérature, ça veut dire qu'on sait que nos auteurs africains ont dénoncé un certain nombre de situations. Bon, les conditions les plus difficiles, c'est les conditions de climat, du froid qui vous cueille. Et puis, sinon, le reste, j'avoue que moi, j'avais parfois me donné des disciplines, des UV, comme l'espagnol, que je maîtrisais assez bien. Mais moi, je pouvais me permettre de ne même pas aller faire des cours d'espagnol. Le professeur se fâchait et puis me disait, il faut que je vienne, Bon, j'arrivais quand même. Parce que la première fois, il pose une question, personne ne répond. C'est l'absent qui essaie de répondre. Il m'a dit, surtout pas vous. Je lui donne la bonne réponse. Il dit, mais qu'est-ce que je fous ici? Ces gens, ben, moi je crois que c'est déjà à partir du lycée Ouézin, j'avais eu des professeurs assez sérieux qui nous ont fait travailler les langues, surtout l'espagnol. Et même plus tard, l'un, je n'aimais pas. J'avais fini par être assez bien en anglais aussi. En 1979, vous sortez major de l'Institut international d'administration publique de Paris. Comment vous avez d'abord intégré cette école? Bon, j'avoue que même en partant à l'IEP de Bordeaux, mon ambition avait été de faire le Centre d'études supérieures de sécurité sociale. Ça se passe par concours, mais ils nous ont dit ce concours est réservé aux seuls Français. Seul votre pays peut vous amener je crois, si avec la permission de votre pays, on peut vous inscrire, mais vous êtes comme des auditeurs, vous n'êtes pas comme ceux qui ont passé vraiment le concours. Bon, je n'ai pas pu l'intégrer. Et on m'a proposé, on me dit, mais il y a cette école, l'Institut
international d'administration publique, aujourd'hui qui fait partie intégrante de l'ENA en France, l'ENA qu'on va bientôt dissoudre d'ailleurs. Et puis il m'a dit, mais il y a eu une session travail, emploi, et moi, j'ai plutôt opté pour la partie Pour cette sécurité sociale. Et j'avoue que je ne me suis pas plaint. Vous êtes sorti major, comme je l'ai dit. 1980, retour au pays. Vous intégrez la fonction publique, inspecteur du travail. À l'époque, l'intégration était systématique, hein, M. Toé. Oui. Vous étiez des oiseaux rares en 1980. C'est vrai. Quand vous cherchiez à échapper effectivement à l'administration publique, on vous rappelait qu'il y avait un engagement décennal quelque part et qu'il fallait remplir vos obligations. Il vous fallait donc venir travailler d'abord dans l'administration publique, au niveau de l'État, pour prétendre à un emploi ailleurs. Effectivement, c'est ce qui m'a été appliqué. On dit, c'est bon, vous pouvez peut-être aller un jour ailleurs. Mais en attendant, vous commencez ici, et on m'a mis au service des relations internationales du travail. Donc, fonction publique 80, 81, on vous retrouve directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé de l'information, le capitaine Thomas Sankara. Ensuite, directeur de cabinet toujours de Thomas Sankara, qui était le Premier ministre en 1982, sous le CSP bien sûr, de Jean-Baptiste Ouédraogo. Directeur de cabinet, M. Toé, on peut dire que c'est un poste de confiance. Déjà, d'où vient cette proximité avec le capitaine Thomas Sankara? Voilà, vous y êtes, puisque nous sommes dans le mois de Sankara. Et je sais que vous m'avez invité aussi. Exprès. Je le sais. Maintenant, c'est vrai, j'ai toujours été en correspondance avec Thomas Sankara. Beaucoup de choses nous liaient. Nous nous sommes retrouvés au lycée Ouezin. Et ça doit être aussi en 62. Je n'ose pas dire que c'était un 15 octobre, mais ce n'était pas loin. Nous étions venus chacun de nos villages voisins. Ben, on était là. Quoi, on se disait, on allait des lycéens. Au niveau, on allait être à l'internat. Chacun venait avec sa valise pour être à l'internat. Beaucoup de ceux qui avaient eu l'entrée en sixième avec nous ont eu effectivement l'internat. Et Thomas et moi, nous nous retrouvons le bec dans l'eau. On dit nous n'avons pas. On a droit à des livres, on a droit à des cahiers, on a droit à certains avantages. J'avoue que je suis même venu avec, comment on appelait, une réquisition. Parce que la benne de Thomas, du village de Thomas nous amenait, du cercle de Thomas nous amenait à Touga. On dit voici les boursiers, les gens qui ont eu l'entrée en sixième. Et voilà, c'est eux qui s'en vont à Bobo. Je pense qu'avec Thomas aussi c'est la même chose. C'est de Gawa. Vous arrivez, on vous dit non, vous n'êtes pas boursier. Donc quelque part déjà l'administration... Il y avait une injustice. Non, on dirait que nous avions triché dans l'administration. Mais en tout cas, on arrive, on a les mêmes conditions, on est à l'externat. Imaginez donc, à 13 ans, à cette époque, vous êtes à l'externat. Moi, je suis à Surwiki, lui, il est genre du côté de Bolmo-Côté. Bon, notre satisfaction, c'est que nos parents ont pu avoir des vélos pour nous, ce que les autres qui sont à l'internat n'ont pas. Et chaque matin... C'était un luxe à l'époque. C'était un luxe. Il faut pédaler et quitter le Suzuki depuis les rails pour dire, bon, partout, on vous dit, ah, c'est un lycéen, c'est un lycéen. Bon, certaines nuits, moi je me souviens, on me provoquait, ah, le lycéen là, on va le frapper, on va faire ceci. Bon, le lycéen était un samo, le lycéen sait terrasser aussi les gens. Et quand je terrasse quelques-uns, on dit, oh, il connaît judo. Moi, je ne connaissais même pas ce que c'est que le judo. Donc, on peut dire que le destin vous a rapprochés. Le destin nous a rapprochés. Et l'année d'après, en cinquième, on nous a appelés. D'abord, on a appelé Thomas Sankara pour dire, bon, qu'il bénéficie aussi du régime de l'internat. Une semaine plus tard, moi aussi, on m'appelait pour dire que je bénéficie du régime de l'internat. Même dès que nous sommes venus, depuis le lycée, nous avons toujours été, bon, par hasard comme ça, voisins. Et puis on nous a orientés vers des études un peu difficiles que tout le monde, qui paraissaient rébarbatives.
nous étions dans une classe classique où il fallait apprendre le latin. Le latin, c'est des déclinaisons et des déclinaisons, des verbes à conjuguer, des déponents par-ci, des quoi. Bon, c'était pas simple. C'était pas simple, et c'est tout ça. Bon, il fallait un travail supplémentaire. Et nous aussi, on était devenus, quand nous nous sommes trouvés à l'internat, on était comme sous le régime des grands. Nous, les autres, 5e, s'en vont manger, par exemple, le déjeuner, c'est à 11h. Et nous, puisqu'on a le latin de 11h à 12h, nous, c'est après 12h que nous pouvions aller manger. Donc, c'était déjà, nous étions tout le temps dans le groupe des gens qui sont plus machin que nous. Donc, disons des gens du second cycle du lycée voisin. Oui, c'est là que oui. nous nous trouvions. Alors, directeur de cabinet, je l'ai dit, une proximité qui est née donc depuis le secondaire. Vrai, oui. Ça veut dire que vous partagez aussi les mêmes idées à cette époque? On a partagé beaucoup d'idées communes. D'abord, quand même, c'est là où vous dites si on chahutait. Bon, on chahutait. On était les plus petits. On nous frappait aussi. Moi, je vois des gens aujourd'hui qui sont là et qui avant nous frappaient. Ils se sont trouvés à beaucoup de grands niveaux. Et Lona Charles Traoré, en tout cas, ne nous laissait pas. Mais enfin, aujourd'hui, moi, je suis surpris de voir qu'on a la même taille que les uns que les autres. Sinon, au départ... Vous n'avez quand même pas envie de vous venger. Vraiment pas. Mais ils étaient beaucoup plus grands que nous et ils pouvaient nous taper à tout moment. Donc, mais aujourd'hui, nous avons en tout cas pu vivre ensemble et on a en tout cas été turbulents. Mais on a reçu aussi des coups pour la turbulence. Vous étiez un révolutionnaire? Mais à cette époque-là, nous, on a eu un enseignant qui était un révolté et qui nous a... Bon, on a eu beaucoup des enseignants qui étaient très sérieux. Hein, donc, je ne peux pas cacher son nom aujourd'hui. Il est mort il y a à peine 3 ans, un Français. M. Tessier, Guy Tessier. Je l'ai recherché. Heureusement, je l'ai eu avant qu'il décède. Et puis, nous avons eu M. Josepho. Donc, lui, je n'ai pas réussi à le voir, mais M. Josepho était un révolté. Lui pouvait nous expliquer justement, puisque c'était un métis, fils d'esclave, ou fruit de l'esclavage. Donc, il pouvait nous expliquer comment on avait emporté des Noirs dans d'autres destinations. Parfois, il nous expliquait que nous-mêmes, nous avions été des complices dans l'envoi de leurs grands-parents dans d'autres destinées. Mais c'est comme ça que nous avons eu une prise de conscience. Sinon, Ouaga et Bobo, on n'avait pas le même niveau. Je me souviens bien que j'étais à Ouaga en 1966, à la veille du 3 janvier. Et soulèvement? Oui, mon père me pressait de regagner vite Bobo. Bon, et quand je suis arrivé à Bobo, on parlait du soulèvement populaire ici. Qui avait emporté Maurice Améogo. Mais à l'époque, nous étions ce jour en train de faire une dictée. Et la dictée, attention, hein, c'était sur les orchestres. Et donc, ce professeur, de temps en temps, arrêtait pour nous dire, bon, voilà, les violons qui rentrent en machin, les accordéons qui sont là. Si ceux de Ouagadougou écoutaient tout ça, pour lui, il n'y aurait pas tant de tambouilles que ça à Ouagadougou. Mais nous étions là en train de... C'est plus tard que nous aussi, au mois d'avril 1967, nous avons fait la révolution au lycée Ouazin Coulibaly. Elle était même conduite par Touré Souman. Et nous avons abouti à ce qu'on appelle l'autodiscipline ou la discipline librement consentie. Nous pouvions sortir aux heures que nous voulions. Nous rentrions aux heures que nous voulions. Ça, c'était un acquis qu'on a arraché de haute lutte. De haute lutte. En tout cas, directeur de cabinet, comme je l'ai dit, donc, la suite de l'histoire, on la connaît. La crise entre Thomas Sankara et Jean-Baptiste Ouédraogo. Mise en résidence surveillée de Thomas Sankara, août 83, le coup d'État, mené depuis Pau par les commandos, sous la conduite du capitaine Blaise Compaoré. La révolution qui s'installe, le CNR, Conseil national de révolution, dirigé par le capitaine Thomas Sankara. Vous êtes nommé ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de la fonction publique, et cela jusqu'en 1987. Alors, comment vous avez vécu cette expérience-là?
ministre du Travail sous la Révolution? Bon, c'est pas seulement ça. Moi, j'étais destiné peut-être à autre chose même quand le CSP est arrivé. Bon, Le Conseil du salut du peuple. Voilà, vous savez que plus tard, les jeunes officiers venaient voir le capitaine Thomas Sankara à domicile à plusieurs reprises pour lui dire, nous avons fait ce mouvement-là. C'est pour vous, mon capitaine, pourquoi vous vous tenez à l'écart? Parce que visiblement, Thomas Sankara se tenait à l'écart. C'était déjà au moment de la prise de pouvoir de Jean-Baptiste Ouédraogo. Oui, mais c'est parce que lui s'est tenu à l'écart. Jean-Baptiste le dit quelque part Oui. qu'il a été président Dans sa part de vérité. Bon, ça c'est des parts de vérité. Il faut dire toutes les vérités. Voilà, ça on en viendra, j'en viendrai aussi un jour avec ça, moi aussi. En ouvrant mon ventre et mes entrailles pour dire qu'il y a beaucoup d'autres choses. Moi, je ne suis pas là pour contredire les vérités, surtout que je sais que Sankara a dit une chose une fois parce qu'on a voulu que par décret, on détermine ce qui revenait au Premier ministre et le domaine du Premier ministre, le domaine du président. Et par un texte, et Thomas qui avait le sens des formules a dit que quand on commence à un décret avec un texte, c'est que c'est pour dire qu'il y a il y a une méfiance entre les hommes et on est en train de baliser. Mais dès que vous balisez, c'est qu'il y a une méfiance. C'est qu'il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Mais enfin, on l'a vécu. Je crois que peut-être le président Jean-Baptiste ne s'est pas senti très président. Il y a beaucoup d'autres hommes qui semblaient le conduire beaucoup plus que ce ne sont pas ses choix. Sinon, ce sont les hommes de commando, les hommes de peau, des commandos de peau, qui ont rempli la Mercedes de Jean-Baptiste Ouédraogo d'armes et de balles pour les événements du 7 novembre 1982. Donc ce sont ces éléments-là. Mais je sais que Thomas Sankara a dit qu'il ne voulait pas. Et au contraire, il avait même souhaité que ce soit l'officier le plus gradé. Il se trouvait être Jean-Baptiste Ouédraogo à l'époque. C'était Yorian. Mais Jean-Baptiste Ouédraogo a eu, quand il y a eu le Conseil supérieur des forces armées, Jean-Baptiste Ouédraogo a présidé des commissions de thèmes, et c'est un de ces thèmes-là, quand on les a développés, le président Sékou Zarbo s'est levé et a dit c'est faux, c'est un mensonge. Je crois que c'est là où JBO s'est levé, il a dit au revoir, mon colonel, je ne mens pas, je vous dis la vérité, je vous salue, au revoir. Je crois que c'est ça qui a beaucoup marqué beaucoup de jeunes aussi pour dire donnons ça à un jeune, si Sankara refuse. On a tout de suite pensé à lui. On a pensé à lui, sinon, initialement, cela devait revenir à Yorian Gabriel Somé. Ok. En tout cas, vous êtes ministre du Travail, comme je l'ai dit, sous la Révolution, jusqu'en 87, jusqu'au 15 octobre. Fin tragique de la Révolution, le capitaine Thomas Sankara est tué. Comment vous avez vécu d'abord cette journée-là, ce 15 octobre? Bon, d'abord, comme vous allez vite, vous voyez bien que je suis resté 4 ans au même poste. Il n'y a pas eu de valse. C'est le sentiment de confiance que le président du CNR a toujours eu en moi. Mais ce 15 octobre, j'ai souvent dit aux gens que parler du 15 octobre, sans parler du 14, ça n'avait pas de sens pour moi. Parce que le 14 octobre, il y a un conseil de ministres. D'abord, il y a eu le 8. Bon, je profite pour dire que le 8, aujourd'hui, là, c'est le jour où Che Guevara est mort. Donc on avait fêté aussi le 8. En tout cas, on avait commémoré l'anniversaire. Mais le 15, le 14, on arrive en conseil. Le conseil est fini. Les membres du conseil se lèvent.
c'est le président Sankara qui leur dit, ah, revenez, j'ai une critique à faire à tout l'ensemble du gouvernement. Vous ne m'avez pas demandé la situation nationale. Or, tout le monde sait que la situation nationale, ça bruit, il y a tous les bruits possibles. On dit que j'ai tiré sur Blaise, on dit que j'ai tiré sur Henri Zongo, on dit que j'ai tiré sur Lengani. J'ai dit, mais vous ne me posez pas des questions là-dessus. Moi, du coup, il nous a dit, il y a eu des problèmes. Nous nous sommes entendus. Je crois que de plus en plus, on confirme que le 13, dans la nuit du 13, ils se sont vus, ils se sont entendus. Et souvent, Thomas Sankara m'en a dit, bon, si vous, moi, puisqu'il a tous les éléments, vous voulez, je démissionne, vous prenez le pouvoir. Mais apparemment, certains d'entre eux ont dit, non, nous ne pouvons pas prendre le pouvoir et l'exercer en laissant un bonhomme comme ça dehors. Donc, en vérité, sa fin tragique avait été déjà dessinée. Pour vous, c'était prémédité? Oh, c'est de la préméditation pure et simple. Mais est-ce que ça vous a surpris? Ça ne peut pas ne pas surprendre. Lorsque moi je vous dis que nous n'avons plus de problème, puisque c'est ce qu'il dit. Nous nous sommes rencontrés, il n'y a pas de problème. Il dit, voilà Henri Zongo, on dit j'ai tiré sur lui. Moi, il est plein d'anecdotes et puis plein d'humour. Il dit, si j'arrive à attraper ceux qui prétendent ça, moi, je demande à un magistrat de les juger, parce que moi, d'abord, on dit que je suis à même de tirer sur un ami, ce qui est indigne. Et puis on dit que j'ai tiré sur Henri. Henri était à côté, il a même fait le geste comme ça, on dit j'ai tiré sur Henri. Henri était sur sa droite. J'ai tiré sur Henri. Et je l'ai raté. Est-ce qu'une cible comme ça, on peut rater? Ça veut dire que je suis maladroit en plus. Bon, ça a détendu l'atmosphère. Et pour nous, il dit que ça s'est réglé. Pour moi, je suis sorti, je dis à beaucoup de gens, je suis soulagé parce que vraiment, la crise il a crevé l'abcès et la crise dont tout le monde parlait et tout. Je crois que moi, plus personne ne va passer à une action particulière. Mais en plus, on a insisté ce jour-là, on nous a dit, ah quand même, il faut qu'on fasse toujours le sport de masse. Et naturellement, le jeudi, on était tous au sport de masse. Moi, je sais que le matin, j'ai tenté de joindre le président par sa secrétaire, Mme Oubda. Je ne l'ai pas eu, mais j'ai eu Mme Oubda. Je lui ai laissé entendre les points sur lesquels je voulais nous donner un avis ou une ligne de conduite. Ça, c'était le 15? Oui, ça, c'est le 15 au matin. Le 15 à 16h, j'ai rappelé Mme Oubda, puisqu'elle me dit qu'elle allait aller au palais. J'ai dit, mais vous êtes allé au palais, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à mes points là? Elle me dit, mais il est au bureau, je vous le passe. Moi, j'ai eu, entre 16h05 et 16h10, j'ai eu à parler au président Sankara, qui m'a dit, ah, écoute, tu es en tenue de sport, après le sport, tu viens me voir, et il est question qu'il y a un conseil d'administration du CRADA à Yaoundé, où tu ne pars jamais, mais il paraît que tes points de vue sont en train de triompher, puisque moi j'ai dit, il faut que, dès que nous appartenons à une structure commune, il faut que le conseil d'administration soit tournant et que tous les pays sentent que c'est une affaire communautaire et le conseil d'administration n'a pas à être au même lieu et ce n'est pas un seul pays qui désigne tous les ans, tout le temps, le directeur. Donc il faut que ça change. Bon, il me dit c'est ça qui est en train de venir et que lui, il a eu des échos et il serait bon que je parte, mais de venir à 18h pour qu'on en parle. Bon. Il m'a rappelé si j'étais en tenue de sport. J'ai dit, mais bien sûr, je m'en vais faire le sport. Je crois qu'avant même de partir, Basé Jean Hubert que j'ai vu, il y a une radio dont vous ne parlez pas souvent, la radio Entrée-Parler. Vous n'en parlez pas souvent. Oui. Avec Moustapha, Lavli Tchambiano. Jean Hubert Basé était devant la radio Entrée-Parler, avec David Pierre, qui était
à la formation professionnelle dans le temps, au niveau de l'information. C'est les deux qui m'ont vu en tenue de sport. Mais j'apprends par la suite d'ailleurs, quand les coups de feu ont éclaté, c'est vrai. Je suis revenu à la maison. Mais j'apprends après que moi j'étais en tenue armée pour aller combattre. Bon, mais enfin, toujours c'est que j'ai vu aussi Henri Zongo au ministère de la promotion économique ici, qui a filé, encadré par son chauffeur et un garde-corps. Heureusement, je l'ai vu. Sinon, moi, j'aurais tourné dans l'angle, vous savez, de l'Assemblée. Je serais passé devant chez Blaise Compaoré. On m'aurait pris. Mais j'ai fait semblant de suivre Henri. Henri Zongo ne s'est plus jamais arrêté, ni chez lui, mais il a continué direct sur Zabré. Moi, j'ai pu quand même entrer dans la maison administrative. Et c'est là où des amis sont venus me dire, bon, écoute, viens, on va entrer parce qu'on ne sait pas d'abord quelle est la situation. Oui. Tu vas prendre une arme aujourd'hui, tu vas tirer sur qui? C'est d'autres qui m'ont dit, ah, on dirait que les bérets sont renversés, donc il vaut mieux que on t'amène ailleurs. C'est comme ça que je suis allé chez des amis. Vous êtes caché? Je me suis tapis. Donc après, comme je l'ai dit, donc, la mort du président Sankara ce 15 octobre, vous quittez le pays, l'exil, le Ghana, puis le Congo-Brazza. Donc un exil qui va durer pratiquement 7 ans, oui, jusqu'en 1994. Vous rentrez donc au pays et vous reprenez votre carrière professionnelle, mais aussi politique. En 2002, vous êtes élu député au compte de la Convention panafricaine sankariste. On en vient à l'actualité dominée par le procès Sankara. 34 ans après, le procès va s'ouvrir ce 11 octobre, quelques jours de l'anniversaire de son décès. Comment vous accueillez déjà l'ouverture de ce procès? Mais c'est vraiment un soulagement aussi. On accueille. Les gens se sont battus. Je rends hommage vraiment aux avocats qui ont pris la chose en main et qui ont été des experts, qui ne se sont pas découragés. Et ma foi, le dossier a maintes fois été retiré des mains des juges. Et même il fut un moment donné où on dit qu'il faut des juges acquis. Et à tout moment, chaque juge dit acquis disait qu'il était incompétent. Et nous nous sentions derrière ce mot incompétent. Ça veut dire que votre affaire me dépasse et risque de me coûter cher. À telle enseigne que le dossier, on l'a conduit vers la justice militaire et M. Compaoré est devenu lui-même ministre de la Défense. Donc, en matière de justice militaire, il faut que l'on passe par lui d'abord. Donc, le dossier était bouclé, était bloqué. Bon, en tout cas, je voulais aussi attirer l'attention sur... nous, tous les jours aussi, on pense, on réfléchit. Thomas Sankara est mort il y a 34 ans. Il est mort à 38 ans. Il est arrivé au pouvoir à 34 ans. La coïncidence veut qu'aujourd'hui, 34 ans après sa mort, ce dossier-là semble connaître une issue. Pour moi, il y a comme une résurrection de l'homme et de ses idées. Et c'est comme un renouveau particulier auquel, en tout cas, renouveau auquel je suis très sensible. Est-ce que vous pensez que ce procès-là permettra de connaître la vérité? La vérité est connue. La vérité est connue. Seuls ceux qui ne veulent pas accepter la vérité la refusent. Mais comme on dit aussi, il n'y a pas de pire aveugle ou sourd-muet que celui qui refuse d'entendre ou de voir. Mais vous demandez à un enfant aujourd'hui qui n'a même pas connu de Thomas Sankara, qui, quand on parle de cette histoire, chacun vous dit, mais c'est Blaise. Et du reste, tous les témoignages aujourd'hui, heureusement, on nous dit qu'il y a eu même des enregistrements qui ont été faits dans des domiciles où, de toute évidence,
c'est bel et bien M. Blaise Compaoré qui est la clé du problème. Mais est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème aujourd'hui Moi, avec je la suis justice? revenu de l'exil. J'ai rencontré un de ses proches qui m'a dit, Fidèle, celui qui dit que tu as mal fait de quitter ce pays, c'est ton ennemi. Ne va pas chercher ton ennemi ailleurs. Parce que souvent, les gens nous reprochaient de pourquoi avoir quitté. Il y a même un qui s'est dandiné qui me dit, oh, pour rien au monde, je ne quitterai mon pays. Il m'a dit, nous, voilà ce que nous avions prévu pour toi. On devait t'attraper à un moment donné. Et c'est toi qui devais dire que le fameux complot de 20 heures, Thomas Sankara s'apprêtait à nous tuer et que c'est toi, tu es au courant de ce complot de 20 heures. Et sorti de ta bouche à toi qui es un intime à Sankara, tout le monde allait croire. Il a même ajouté, nous ne t'avons pas eu, une partie de notre plan est tombée par terre. Mais quand quelqu'un vous dit ça, faut-il que je dise encore que on ne va pas connaître la vérité? Mais est-ce que le danger justement de ce procès, ce n'est pas justement de faire de Blaise Compaoré un présumé coupable, alors qu'on sait qu'en justice, il est plutôt présumé innocent? On voit que ses avocats estiment d'ailleurs que c'est un procès politique et que c'est un tribunal d'exception, qu'il juge d'une immunité d'ancien président. Je suis arrivé ici au Burkina après mon exil, effectivement. Je crois que vous verrez dans les documents, en 1994, il ne devrait pas y avoir encore la Cour de justice militaire. Peut-être que c'est un peu... Je vais vous dire que c'est lui qui a mis en place la Cour de justice militaire. Et beaucoup de gens ont dit, les militaires, mettez en place une cour martiale en temps de guerre, on fait ceci, cela. Mais une cour de justice militaire, c'est pour faire quoi? Le militaire qui a volé quelque chose au marché, va-t-il être jugé différemment d'un citoyen qui, lui aussi, a volé un poulet quelque part? Bon, beaucoup, c'est même des militaires qui m'ont dit ça. Que eux, ils pensent que ce n'est pas une bonne chose. Mais c'est lui qui a institué cette justice d'exception. Mais pourquoi aujourd'hui il doit en répondre, il doit dire pourquoi il a institué? Il pourrait au moins venir nous dire, j'ai institué ça pour ça, pour ça, pour ça, mais instituer quelque chose pour échapper tout le temps, on dit tout le temps, on nous dit toujours que le mensonge là a beau courir, la vérité va la rattraper un jour. Et je crois que nous sommes sur le point, la vérité est sur le point de rattraper le mensonge là et de le tenailler même. Vous êtes déçu que le président Blaise Compaoré ne soit pas là? Je ne suis pas déçu. Si un homme veut montrer sa lâcheté, mais ça le regarde. Moi, je suis déçu en quoi? C'est lui qui révèle qui il est. Du reste, je crois que c'est lui. C'est lui qui doit venir dire, ah, c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Je vous dis, moi, je suis revenu de l'exil. C'est le père même de Sankara qui m'a consolé dans beaucoup de points, sur beaucoup de points. Il m'a dit, ne pense pas que tu n'as pas dit à ton ami certaines choses et ne te sens pas coupable qu'il soit mort parce que ceci, cela. Il dit, beaucoup de gens lui ont dit. Mais si quelqu'un sait, et quelqu'un te dit, toi tu sais qu'il veut te tuer, la moindre des choses c'est de dire, ah, écoute, partout, on sait maintenant, moi je veux te tuer, tout le monde le sait, il y a tous les éléments. Vous venez, vous faites la paix, et une vraie paix. Mais vous ne venez pas, le monsieur vous dit, moi je vais démissionner, vous allez gérer. Mais parce que vous êtes incapable de gérer tant qu'il est vivant, vous dites qu'il doit mourir, sinon pourquoi? Mais est-ce que vous n'avez pas des inquiétudes quand même? Parce qu'il y a eu l'exhumation du corps, il y a eu l'expertise qui a montré effectivement qu'il y a des traces de balles sur le corps. L'ADN dont on attend toujours, en tout cas le résultat définitif, ça veut dire quand même qu'il y a des failles. Est-ce que vous n'avez pas d'inquiétude que ce procès tourne court ou que finalement vos espoirs de vérité ne soient pas assouvis? Des failles, pour moi je n'ai pas de failles particulières. Pendant longtemps, c'est nous qui avons voulu pour que, je sais, pour des raisons stratégiques, effectivement, les gens se sont dit, c'est pas la peine de dire qu'on a enterré Thomas ici.
Parce que lui-même nous dit qu'eux-mêmes savent où on l'a enterré. C'est lui-même qui le dit souvent. Et que pourquoi il se rend tout le temps à Dagnoin. Non, mais on dit, mais il faut quand même... Le papa m'a dit, lui n'est jamais allé à Dagnoin. Lui, il attend que Blaise Compaoré vienne dire, j'étais à la limite en brousse avec mon ami. Il y a eu un coup de feu malheureux qui est arrivé. Et ça s'est passé. Il dit, lui, il est militaire aussi, il aurait pu comprendre. Mais vous n'irez pas lui dire. Ça veut dire quoi? Moi, j'aurais souhaité, sincèrement, qu'on vienne dire qu'on l'a enterré ici et puis qu'on l'enterre dignement. Vous avez dit c'est un héros. Enterrez le héros aussi dignement. Vous voyez, quand vous prenez l'homme à tous ses mots, il vous dit ceci et il fait le contraire. On dit c'est un héros, il faut bien l'enterrer et puis vous-même vous êtes un mot aussi, mais je sais que les mots aussi et puis nous les savons là, vous nous avez copié un peu par moment. Mais lorsqu'un homme vient au monde, tout nu, on vous lave et immédiatement on vous met dans un paille, on vous couvre. C'est la même chose. Vous décédez là, il faut quelqu'un qui vous lave, qui essuie un certain nombre de choses, et puis on vous couvre et vous enterre dignement. Mais ne serait-ce que ça, si vous voyez la façon dont on a pu enterrer quelqu'un chez qui on vivait, parce que je dis bien que Blaise Compaoré a longtemps vécu chez Thomas Sankara, là-bas à Samané. Je l'ai vu là-bas. La maison n'était pas payée par lui, la maison est payée, louée, payée par Thomas Sankara. Mais il a sa chambre là-bas. Moi, je crois que la moindre des choses, c'est de dire... Ah, mais la justice, c'est des preuves, M. Touré. la justice, c'est des preuves. C'est des preuves. Mais vous voulez quelles preuves? Il faut que le test ADN dise que c'est bien le corps du président Thomas Sankara, par exemple. Vous avez perdu quelqu'un ces temps-ci? Vous avez demandé qu'on dise que c'est vraiment le corps de votre père ou le corps de votre grand-père pour que vous l'enterriez? Et pourquoi ne pas avoir montré ce corps-là? Et pourquoi avoir dit même? Mais il y a beaucoup de choses qui corroborent. Pourquoi vous dites que le monsieur, qu'il est mort de mort naturelle? On a trouvé des balles dedans, non? On a trouvé des traces. Mais c'est la mort naturelle comme ça? Alors, moi je crois que ça aussi c'est des preuves. Vous trouvez un corps d'un cercueil, enfin pas un corps, un cercueil, puisqu'on n'a même pas voulu donner un cercueil. On n'a même pas voulu donner un machin. Vous trouvez un corps, il y a des balles dedans, c'est plein de ceci. Ce corps, vous croyez que la personne a mangé des quoi? Des balles? Même si ce n'est pas Thomas Sankara, faites une enquête contre X. Et ceux qui ont dans ces camions-là, ces cadavres qui ont été entassés là, ont été débarqués là-bas et tout. Et puis, vous savez que cette nuit-là, moi je n'étais pas là, mais le témoin qui était là a dit, lui il a jugé des gens qui étaient là, qui donnent le nom des suppliciés. Et c'est eux-mêmes, ce commando qui les a accompagnés, qui éclaira, c'est eux qui ont dévisagé telle ou telle personne pour dire ça c'est un tel, ça c'est un tel. C'est à cause de ça qu'on a mis les noms. Sinon ils n'ont pas inventé des noms pour dire que c'est un tel. La tenue de ce procès, certains estiment que dans le contexte actuel, où on parle de réconciliation nationale, ce procès pourrait venir quand même compromettre cette réconciliation nationale. Bon. Quelle est votre lecture? Non, je ne lis pas le procès de la réconciliation nationale, mais le concept de réconciliation nationale, je sais qu'on en parle, on galvaude, paix à l'âme de regretter Valère Sommet. Valère Sommet a beaucoup parlé de la réconciliation nationale. Lorsque nous étions en exil, il a même dit, bon, voilà, ce pays-là a besoin d'une réconciliation nationale. Il en a dessiné tous les contours. Et Valère disait clairement qu'il n'y a pas ce régime qui a géré sans responsabilité. Mais on peut avoir été responsable, mais on n'est pas tous coupables. Mais on est responsable. Mais coupable, là, il y a des gens. Et ce genre de crime-là, il y a des coupables. Si la moindre des choses, c'est M. Blaise Compaoré peut dire je suis responsable et comme responsable, je viens répondre. Au niveau de l'opposition, par exemple, on estime qu'il ne fallait pas le procès, il fallait reverser ça au Forum de la réconciliation nationale
qui allait décider plutôt que de laisser la justice. Mais le procès a commencé quand? Il y a plus de 34. Non, je crois que c'est les 10 ans avant qu'il y ait clôture. C'est ça, non? Il y a plus de 24 ans que les gens sont dans cette démarche. Et il n'y avait pas aussi cette démarche actuelle. Est-ce qu'une démarche que vous avez commencée, une vitesse sur laquelle vous êtes lancé, parce qu'un nouveau processus est venu, vous allez dire, ah non, on ne doit plus continuer? Si c'est en matière de justice, là, une personne ne peut dire à la justice, arrête-toi, et puis nous, on va faire ceci, on va faire cela, etc. Il y a longtemps, on vous a dit, même si c'était à l'amiable, allez voir les familles. Ça aussi, on pouvait le faire depuis longtemps. Allez voir les familles, allez voir ceci. Bon, le nombre de morts même, je sais qu'on dit toujours 13, souvent je dis, mais Kwama et Michel, de l'autre côté, pourquoi on ne le compte pas parmi les morts? Oui, il faut le compter, c'est même plus. Dans quel état d'esprit vous allez aller à ce procès? Parce que vous êtes cité personnellement. Oui, je suis cité, je suis témoin d'abord. Et puis, ma foi, moi, je ne suis pas... je tiens aussi à dire que c'est vrai, on a passé les meilleures années de notre vie aussi, d'une manière, attention, hein, d'abord à regretter un ami de grande valeur. Et puis, par moments, la vie j'aimerais voir certains en train de mener une vie de réfugié. Hein. Mais moi, grâce à Dieu, au nom de Tom même, partout où je vais, les gens sont là pour m'assister, pour m'apporter. Au Ghana, au Congo? Que ce soit au Ghana, que ce soit au Congo. J'ai vu des gens du Congo qui sont tombés évanouis quand ils ont appris que Thomas était mort. Et qui désormais font des sacrifices tous les 15 octobre. J'ai vu des gens au Ghana qui m'ont accueilli avec vraiment un sens élevé de la générosité. Donc vous êtes serein pour ce procès? Moi, je suis serein pour le procès. Je suis serein et je dis, c'est notre chance aussi et c'est la chance pour que on nous donne à la limite quitus. Parce que Thomas est un grand homme dans le monde. Ce n'est pas dans le Burkina seulement, c'est dans le monde. C'est pour ça que vous allez voir. M. Blaise Compaoré va mourir quelque part, mais vous ne verrez pas 200 journalistes qui vont venir ou des milliers de gens qui vont venir. Ça, je vous le dis. Mais cet homme-là, avec sa modestie et sa sincérité, sa franchise, son ardeur au travail, sa rigueur. Vous savez, comme nous avions comme budget, peut-être on avait 120 milliards au maximum pour mener la plupart des activités sous la révolution. Aujourd'hui, il y a 2000 milliards quelque part, même si la population a grandi, la démographie est là. Il faut savoir comment mobiliser. Je pense qu'aujourd'hui, notre grand problème, c'est mobiliser ce peuple-là et l'amener au défi. Les Kagame disent toujours qu'ils se sont inspirés de Thomas Sankara. Aujourd'hui, cette mobilisation dont vous parlez, est-ce que c'est ce qu'il faut face à l'insécurité qui est aujourd'hui le gros problème de Burkina Faso? Quelque part, il faut s'en inspirer. Parce que j'ai vu l'autre jour le maire de la ville déjà commencer à mettre des comités de quartier pour résoudre les problèmes d'insécurité. Par-ci, par-là, où il n'y a pas ce jour où on ne dit pas qu'on a retiré une moto ici, on a tué une fille ici, on a fait cela, bon, on a fait des braquages. Souvent, c'est de nos enfants, c'est nous-mêmes, nous savons qui fait ceci. Mais à nous aussi de pouvoir dénoncer, ou à nous aussi de pouvoir rapidement les attraper et puis, bon, faire... pouvoir s'organiser. S'organiser, mais on n'aime pas tout le temps à faire des procès gigantesques qui vont attendre longtemps. Il y a des procès de quartier qu'on pouvait faire, et dans le temps, ça existait. On a vu cette semaine, face à l'insécurité grandissante, ces changements à la tête de l'armée, un nouveau chef d'état-major général des armées, mais également d'autres hauts gradés qui ont été donc changés. Comment quelle lecture vous avez aujourd'hui de la lutte, de cette guerre engagée par le Burkina Faso contre le terrorisme? Bon, je n'ai pas
la hiérarchie militaire, je ne la connais plus. Ce ne sont plus des gens de nos âges. Mais je m'inquiète de la valse comme ça, des grands officiers. Chaque fois qu'on nomme un ici, il faut l'élever à tel ou tel grade. J'ai l'impression que nous allons alimenter une génération de généraux qui va avec tout ce qui accompagne. Il faut, dès qu'il y a des généraux, il y a des finances qui accompagnent, il y a ceci, même si vous ne les mettez plus trop dans l'actif. Mais il faut promouvoir, il faut demander aux jeunes là, de bien vouloir encadrer les populations et puis pourquoi pas de recommencer à affronter ces gens-là. Moi, je me souviens, en tout cas, on me dit que comparaison n'est pas raison, mais dans le temps, Ban était un coin occupé par Thomas Sankara dans le temps, quand il y avait eu une guerre du Mali. Là. C'est là-bas, et certains de ces éléments du Sénèque aujourd'hui à la retraite, quand il voient, ils disent « Oh, notre village est occupé ». Et c'est de là-bas qu'ils attaquaient. Bon, comment... Je crois que c'est dans ce genre de conflit-là aussi que de jeunes officiers... C'est aussi une question de stratégie. Il faut que des jeunes officiers se lèvent et puis conduisent des actions d'éclat. Monsieur Toé, le Mali, pour finir, bras de fer avec la France, le temps ne cesse de monter entre le régime des jeunes militaires au Mali et puis le régime français, le président Macron. Wagner qui a annoncé une société de sécurité paramilitaire russe, ce qui hérite la France. Aujourd'hui, quelle est la lecture que vous avez de ce bras de fer? Bon, c'est le Mali, mais quelque part, chaud au cœur. Vous avez dû voir, à ma naissance, je suis né quand même dans le Soudan français. C'est cette partie de Massina, là, aujourd'hui, où on dit qu'il y a des éléments de Koufa ou quoi. Amadou Koufa. Voilà, qui sont en train d'agir. Sincèrement, on a les entrailles même qui vibrent. On dit qu'est-ce qui arrive dans un pays comme ça qui est si accueillant. Maintenant, ma foi, les Français savent très bien qu'eux, ils ont ouvert la boîte de Pandore avec cette histoire de la Libye. Un intellectuel français qui a voulu donner des conseils à M. Sarkozy, qui dit il faut intervenir ici, il faut intervenir en Libye, il faut intervenir en Syrie, il faut intervenir ça et là. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons le bec dans l'eau. Et tout ça aussi, mais la communauté internationale n'est même pas prête à dénoncer quoi que ce soit. Mais sinon... Est-ce que le régime malien a raison de vouloir aller avec les Russes? Mais je crois que le problème n'est pas d'aller même avec les Russes. Les gens des autres contestent la qualité de Wagner, qui serait une société de mercenaires. Sinon, qu'il y ait des accords avec les Russes, il n'y a même pas de problème. Personne ne peut. Maintenant, si on vous dit que vous êtes associé avec des Al Capone, avec des hors-la-loi, avec des brigands internationaux, moi, c'est ça le problème. Mais moi, je me dis que les Maliens aussi se disent, bon, on cherche l'eau, quelle que soit l'eau, sale ou pas, mais pourvu que l'eau là éteigne notre feu. Et même nous ici, moi je crois que dans la vie là, c'est l'eau là, pourvu que l'eau éteigne notre feu. C'est l'essentiel. C'est ça l'essentiel pour le moment, parce que les populations vivent des situations extrêmement dangereuses. Et maintenant, qu'est-ce qui amène l'extrémisme violent? Les religions, d'accord, mais on est tombé dans une guerre de religion en Europe, telle qu'on pouvait le voir dans les 12e ou 13e siècle. Okay. Oui, la guerre des Albiges contre les Albigeois, la guerre contre ceci. Ben, les gens sont là, on entretue des populations qui n'ont rien à voir, même, qui ne comprennent rien à ce qui se passe. Au conflit qui se passe. Je trouvais que ça va être le mot de la fin. Bon. Donc, merci comme le mot de la fin que vous voulez. En tout cas, on vous remercie. Moi, je suis très heureux d'être passé ici, en ce jour particulier.
puis on s'éveille d'événements. Et je vous dis toujours, moi je vis ces 34 années-là. Je dis, c'est Dieu qui m'a donné ces 34 années. Sinon, je ne serais pas là, je ne devais pas être là pour parler. Et chaque jour, là, quelqu'un m'a dit, prie toujours le bon Dieu. Remercie chaque jour le bon Dieu. Parce que tout ce que tu fais, c'est bénéfice. Ta mort a été planifiée depuis, tu as échappé. Mais je sais que désormais aussi, en tout cas, c'est pour ça que quand beaucoup de gens me disent, ah, on dirait qu'il y a de l'air frais qui passe sur toi. Je dis, c'est vrai, pourquoi vous voulez toujours qu'il y ait un air d'enfer qui passe sur moi? Donc, que chacun aille vivre 7 ans d'exil. Mais après 7 ans d'exil, ils ont des avocats. Vous m'avez déjà vu avec un avocat pour dire que moi je suis là depuis combien de temps, j'ai des avocats. Maître Sur là peut venir me dire qu'à l'époque, moi je peux les prendre comme avocat et que sous Blaise Compaoré c'est la paix, tout ce que vous voulez là vous allez l'obtenir. Pardon quoi. Notre pays là, la justice est en train de retrouver ses marques. Nous prions qu'elle aille toujours de l'avant et qu'elle puisse toujours apporter dire la vérité. Du réconfort, dire la vérité et du réconfort à la veuve et à l'orphelin. Monsieur Touré, merci d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Madame, messieurs, je rappelle que l'invité ce soir est bien Monsieur Fidèle Touré, inspecteur du travail à la retraite, ancien ministre du Travail sous la Révolution. Merci à vous qui nous avez suivis. On m'appelle le camarade. Ah, le camarade Fidèle Touré. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission.